Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Roxane Fourgous. Alors vous allez voir, pour cet épisode on va lier l'utile à l'agréable. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a aussi une petite surprise. Vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne après la vidéo avec Céleste Grant de la chaîne Bunker Sauvage. Je voulais vraiment vous en remercier et tous vos commentaires étaient super. Alors je compte aussi sur vous pour vraiment partager cette chaîne YouTube, ce podcast aussi pour ceux qui écoutent en audio, pour vraiment que ça soit entendu, vu auprès de plus de personnes. Parce que voilà, ce que j'essaie de retranscrire à travers cette chaîne, c'est vraiment un message qu'on a tous notre propre réussite et notre vision des choses. C'est important de pouvoir inspirer le plus grand nombre de personnes. Alors juste avant le début de la vidéo et de l'audio, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite de passer un agréable moment, que ce soit en audio ou en vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Donc bonjour Roxane. Bonjour. Julien. Ça va? Bah oui, et toi? Bah ça va super. Je suis content de te recevoir ici à la Grande École. C'est un lieu qui est super sympa et je sais que tu fais des choses dans ton cadre de ton activité professionnelle ici. Tout à fait. Donc on aura l'occasion d'en revenir sur le sujet, je pense. Ok. Roxane, est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais? Ok, bah oui. Du coup, je m'appelle Roxane Fourgous. J'ai monté mon entreprise il y a 2 ans. Ça s'appelle Bière et Fromage. Okay. Après, pour revenir un peu avant, en gros, j'ai 32 ans. Je viens de Bretagne. Après, je suis venue vivre en Normandie après mes études. En fait, j'ai rejoint mon mari qui travaille sur Le Havre. Ok. Voilà, donc en gros, j'ai fait des études. J'ai fait un BTS agricole. Après, donc en Bretagne. Après, j'ai suivi des études d'ingénieur à Toulouse. Ok. Et après, la vie m'a amené dans notre belle Normandie, au Havre. Voilà. Donc c'est le destin amoureux qui t'a amené ici de base. C'est ça, ouais. Ok. J'étais pas du tout prédestinée, je pensais jamais que je serais venue forcément vivre au Havre un jour. Mais, ça s'est fait comme ça. Voilà. Mais je regrette pas, c'est cool. Ouais. Tu te plais bien ici? Ouais, non, France, c'est top. J'espère que je repartirai pas. Ouais. En tout cas, on n'a pas pour projet de repartir non plus. Donc, Ouais. Bon, top. Et par contre, j'ai vu que sur ton activité professionnelle, tu faisais ça aussi sur Paris. Oui, c'est ça, principalement Paris et Le Havre. Après, je peux me déplacer aussi ailleurs. À la fin de l'été, je suis allée sur Nancy pour faire 2-3 ateliers. Donc, j'ai mêlé aussi des reportages en même temps en parallèle. Mais principalement, Le Havre et Paris. D'accord. Mais tu restes mobile, même si demain, on te propose, je sais pas... d'aller à Marseille, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Pour retourner à Toulouse, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. Après, donc, comment ça a vu le jour, Bière et Fromage? Mais en fait, le fromage, j'ai travaillé dans le fromage au début de mes études d'ingénieur. Donc, j'étais bossé 3 mois en stage dans une ferme dans le Cantal. Okay. Petite ferme avec il y avait donc 30 vaches, des Montbéliardes. Et du coup, on fabriquait... Enfin là, j'étais sur la partie vraiment purement fabrication. Et donc, du coup, on fabriquait tout ce qui était Cantal fermier, Salers, Bleu d'Auvergne fermier. Donc, à l'époque, il n'y en avait que 4. Je crois que maintenant, ils sont un peu plus. Mais c'était vraiment des produits un peu confidentiels. D'accord. Et en gros, à l'issue de ce stage-là, je me suis dit, le fromage, je sais pas, je pense que j'y retournerai un jour. Bon, après, j'ai fait d'autres expériences, puisque du coup, je voulais vraiment voir, en gros, le maximum de choses pendant mon école pour après, me recentrer sur un sujet en particulier. Mais c'était vraiment l'opportunité d'aller voir vraiment la partie agricole, après la partie transfo, après la partie vente. Oui, tu voulais tout voir, en fait. Ouais, je me dis c'est le but. De toute façon, il y a rien ancré. S'il y a bien un moment où je peux le faire, c'est quand même là. Donc, du coup, j'en ai profité. Après, je suis arrivée ici. J'ai bossé dans une ferme avicole sur la partie abattoir et la partie commerciale. Après, j'ai travaillé aussi en grande distribution. Bon, ça m'a pas du tout. C'était une mauvaise expérience. Oui, je pense que c'était pas trop dans mes valeurs, mais après, ça m'a quand même appris. Après, du coup, tu faisais quoi dans grande distribution? Du coup, je gérais une équipe et je gérais toute la partie frais du magasin, donc tout ce qui va être le rayon crèmerie, le rayon charcuterie en libre service, du coup. Après, il y avait du surgelé aussi. Et tout ça. Et dans le sens que tu disais que ça te correspondait pas, c'est-à-dire est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, c'était pas. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est manger des bons produits, des produits fermiers, soit des produits artisanaux, des produits bio, ou du moins où il y a une histoire derrière, et aussi où il y a du goût. Parce que du coup, après, on mange tous en grande surface, il y a pas de souci, mais en gros, il y a pas forcément d'histoire à raconter derrière, puisqu'en fait, il y en a pas forcément non plus. Il y a pas non plus le goût, et donc ça m'a pas forcément. Ça n'a pas trop matché en gros avec mes valeurs, donc je n'y suis pas restée. Okay. Après, c'est très formateur, ça permet d'apprendre plein de choses, de manager les gens, voir comment ça se passe en grande surface aussi. C'était intéressant, mais ça me convenait pas.
Et après, du coup, je travaillais dans une ferme fromagerie à Saint-Vincent-Craménil. Donc, je sais pas si tu connais la ferme du Ménil. Je connais, oui. Okay. Mais justement, d'ailleurs, je retravaille pour eux dans pas longtemps, là, mi-décembre. Okay. Et en gros, là-bas, donc j'ai fait un tout petit peu de production. C'était vraiment très, très minime. Et après, j'étais plutôt sur la partie, du coup, commerciale. Donc, appeler les clients, préparer les commandes, que ce soit pour les pros, les particuliers, et après tenir le magasin, faire rentrer les nouvelles références, puisque du coup ils ont leur fromage, mais après ils avaient aussi plein de produits locaux qui vendaient, donc pour faire du référencement, des choses comme ça. Puis c'est une ferme qui se développe pas mal. Ah oui, ils ont des très beaux projets là, ils ont une très belle grange qu'ils ont réaménagée, une grange limière, du coup qu'ils ont réaménagée il y a, je pense, 2-3 ans de ça. Et ils font justement du team building, des réceptions pour les mariages ou pour d'autres événements. Mais si j'ai bien compris, c'est en gros la journée, pas forcément le soir du coup. Et après, je vous invite vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est un très beau clos Masure. Et, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, si vous ne connaissez pas, donc c'est la ferme du Ménil à Saint-Vincent-Craménil. Donc pas très loin de Saint-Romain. Voilà, donc c'est en Seine-Maritime. Donc pour ceux qui sont du coin, vous pouvez facilement y aller. Vous retrouvez aussi des fromages qui sont là-bas sur des restaurants sur Le Havre. Oui, et en vente en ligne aussi, sur le site Pour de Bon, enfin il me semble qu'ils le font toujours. Hein. Et du coup sur le site Pour de Bon, vous pouvez acheter leurs produits partout en France, vente à domicile. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc du coup il y a cette expérience-là, Roxane, à la ferme. Et ensuite ? Et après, du coup, pourquoi la bière et le fromage ? J'imagine que c'est ta question. Après, c'est surtout comment ça s'est fait la transition, parce que du coup, tu as fait ton expérience d'accord. là-bas. Du coup, je suis restée en gros 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. Et en gros, j'ai monté un rayon bière là-bas. Et la bière, en fait, j'aime beaucoup ça depuis que je suis étudiante. Hein. Oui, parce que là, on a parlé que de la partie fromage. Ouais, mais du coup, là, ça vient à la bière maintenant. Voilà, c'est ça, en fait, qui va faire le lien. C'est qu'en fait, du coup, je m'intéressais pas mal au fromage. Je me suis aperçue en lisant un livre de Tristan Sicard que, de manière très informelle, qu'en gros, on peut faire les accords bière et fromage. Je me dis, c'est vrai, à l'apéro, avec mon mari, ça nous arrive de, manger du cheddar ou du comté en petits morceaux, du coup, et ça marchait plutôt bien, mais bon, voilà, fin de l'histoire. Et après, je me dis, tiens, je vais me lancer là-dedans, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que justement, autant la bière et le fromage, on a plein de goûts différents, donc j'imagine qu'il y a plein de possibilités différentes. Et donc, j'ai monté un compte Instagram qui s'appelle toujours bière et fromage, que j'ai monté en perso pendant 1 an. Après, l'entreprise où j'étais, donc la ferme du Ménil, c'est pas que j'avais fait le tour, mais je me suis dit, bon, on n'a qu'une vie. À l'époque, j'ai toujours pas, donc pas d'enfants, pas de prêt. J'avais aucune excuse pour pas me lancer. Donc je dis, je vais essayer, au moins, j'aurai pas de regrets. Dans tous les cas, ça m'apportera quelque chose, même si ça marche pas, admettons. Et voilà, du coup, je me suis lancée dans l'entreprise bière et fromage. Et après, pour la partie bière, en gros, je me suis formée pas mal par moi-même, puisque bon, après, quand on est étudiant ou même après, je buvais un peu des bières craft, mais ça restait quand même pas non plus. J'étais pas rentrée dans le côté vraiment l'histoire des styles de bière, le côté vraiment scientifique ou technique. J'étais restée juste un peu sur la partie dégustation et puis fin de l'histoire. Okay. Et donc, du coup, après, j'ai arrêté de travailler chez la ferme du Ménil. Et en gros, après, j'ai pris 3 mois pour me former. Donc, je me suis formée aux différents styles avec le BGCP. Donc, pour ceux qui parlent anglais, et si vous êtes intéressé par le milieu de la bière et que vous voulez vraiment vous renseigner sur la multitude de styles qui existent, puisqu'il y en a à peu près une centaine différentes, je vous invite à aller regarder ce PDF qui est téléchargeable gratuitement. Donc c'est quoi ce document, ça ? C'est un document de, je sais pas, il doit avoir, j'en sais rien, peut-être 100 ou 200 pages. Et en fait, ça explique les styles de bière. Donc genre, qu'est-ce que c'est pour des bières brunes, admettons. Il va vous expliquer la différence entre un porter, une Dod Mule Stout, un Baltic Porter, un porter fumé, admettons. Donc il explique un peu, en gros, vite fait, la grande ligne. Je sais pas, c'est une bière brune qui va être forte en alcool. Vous allez retrouver tel arôme. Et après, il va expliquer vraiment en détail ce qu'on est censé sentir au nez, la texture de la mousse, la couleur de la robe, qu'est-ce qu'on va sentir au nez, qu'est-ce qu'on va ressentir en bouche, que ce soit au niveau des saveurs ou au niveau des saveurs de base, que ce soit au niveau des arômes ou que ce soit du coup au niveau de la texture en bouche, on va avoir plutôt quelque chose d'acide, plutôt quelque chose de sucré. Et après, il va donner des noms de commerciaux que vous pouvez retrouver dans le commerce. En fait, comme ça vous permet de pouvoir comparer. Et après, ce qu'on appelle des statistiques vitales, où en gros, on va avoir le degré d'alcool, la densité originelle, la densité finale, la couleur, puisque du coup il y a des échelles de graduation sur la couleur,
Et voilà. Ok, oui, donc c'est un document C'est assez qui est assez technique, complet, mais ouais. après on peut juste le feuilleter comme ça, ou si vraiment vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, vous pouvez faire comme moi et vraiment y passer des heures carrées à apprendre certaines valeurs et après à les comparer en dégustant aussi du coup. Donc formation pendant 3 mois. Voilà, c'est avance ça. Donc là-dessus. j'ai passé un petit diplôme en anglais qui s'appelle le Cicéron. Ok. En fait, je me suis aperçue à la fin qu'il existait en français, mais du coup, c'était trop tard. Et ça, en fait, on peut le passer en ligne à plusieurs niveaux, mais le premier niveau est assez vous permet en fait d'arriver à comprendre les différents styles, un peu aussi toucher du doigt tout ce qui est l'hygiène. En fait, c'est un petit diplôme qu'on peut passer pour que certains bars demandent. Par exemple, il me semble que la brasserie Ninkasi, qui est à la base basée à Lyon, me semble demande à tous ses serveurs Ouais, du coup d'avoir ce savoir, niveau 1. Oui, vraiment les établissements qui sont spécialisés Voilà, bière. Puis c'est toujours un plus, même pour soi, à titre personnel. C'est plutôt cool. Et après, j'étais faire une semaine de formation au musée de Saint-Nicolas, le musée de la brasserie française à Saint-Nicolas-de-Port, donc juste à côté de Nancy. Pendant une semaine, donc c'est l'école des brasseurs, donc à la base, cette formation-là, elle est faite pour brasser, donc moi, je ne brasse pas. Mais ça m'a permis, en fait, de rentrer dans le détail et de comprendre, en fait, en partie, du moins, les mécanismes. Oui, au moins tu comprends comment Voilà. c'est fait. J'ai un peu etc. brassé, mais mes bières étaient oxydées, n'avaient pas beaucoup, donc du coup je me suis dit chacun a son domaine de compétences, voilà, et j'avais plutôt moi me concentrer sur l'autre partie, la dégustation. Il y a des gens qui brassent très bien et Oui, c'est chacun parfait, son ouais. truc, mais Ouais, tout à c'est fait. important de savoir un peu comment ça se fait et puis même toi pour ton activité. Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, tout C'est est un lié, plus. donc il faut vraiment s'intéresser à chaque chose. Si on veut savoir qu'est-ce qu'on a dans notre verre ou qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, c'est bien d'avoir un minimum de connaissances pour savoir qu'est-ce qu'on déguste. Donc, atelier bière et fromage. Ça. Donc c'est uniquement des ateliers ou tu proposes d'autres choses? Alors je propose autre chose. Donc le premier, oui, c'est déjà pas mal. Bah oui. Du coup, il y a donc animation et atelier. Donc les animations, c'est assez informel, genre ça va être dans des caves, dans des fromageries, dans des bars. Et en gros, je fais déguster un peu aux gens des toutes petites quantités de fromage et de bière. Donc généralement, on part sur 2-3 références différentes. Et je demande aux gens s'ils préfèrent plutôt une bière douce, plutôt une bière forte, un fromage de chèvre ou plutôt un fromage de vache. Et je leur explique vite fait en détail pourquoi telle bière va avec tel fromage. Et en fait, ça permet du coup plutôt aux clients professionnels après de pouvoir vendre ces produits derrière. Ok. Après, les ateliers, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. En gros, ça dure à peu près 2 heures. Après, tout est modulable. Mais en gros, sur 2 heures, on commence. J'explique pourquoi la bière et le fromage vont bien ensemble. Après, on a des petits jeux gustatifs, des petits jeux sensoriels. Donc, il y a les deux. Ça va permettre de comprendre le mécanisme qui se passe en bouche quand on déguste quelque chose, puisque du coup, en fait, on mange pas avec notre bouche, mais on mange avec notre nez. En fait, c'est notre nez qui capte tous les arômes, toutes les odeurs. Et en fait, notre bouche, les papilles de la langue, en fait, elles vont juste détecter les 5 saveurs de base, plus un peu le côté si on va avoir quelque chose qui va être sec, plutôt quelque chose qui va être liquoreux, par exemple. Donc là, je leur explique, du coup, ils font les petits jeux, et après, je leur explique, le mécanisme qu'il peut avoir quand on déguste. Après, on rentre du coup dans le vif du sujet avec 4 dégustations généralement. Où là, du coup, j'explique c'est telle bière, là telle histoire, la brasserie c'est telle brasserie et pareil telle histoire dans la brasserie. Donc en gros pareil pour le fromage, avec pas mal d'anecdotes, des conseils de dégustation aussi. Et après, je leur explique vous allez trouver ça, ça et ça. Et comme ça, après, eux, ils peuvent essayer de trouver comme ça, ils vont pouvoir essayer de trouver ce que je leur ai expliqué dans la bière ou dans le fromage. Et après, s'ils veulent le refaire chez eux au Cannes, ils ont aussi des petites grilles de dégustation et ils ont également une roue des arômes, en fait. D'accord. Et Donc comme ça, ça, c'est un petit cahier que tu donnes à tous les gens qui participent. alors ça va être comment ça se plutôt des supports papier que j'ai donnés. Donc ça c'est un livret que je vends, donc du coup comme il y a beaucoup plus de conseils dedans. Donc ça c'est toi qui l'as fait ce livre-là. Oui voilà, ça je l'ai édité du coup en auto-édition. Donc pour ceux qui écoutent, ceux qui ne voient pas forcément, pour ceux qui regardent, je vous montre. Voilà. Donc c'est le petit guide de dégustation. Et pour ceux qui écoutent, du coup, c'est un livret qui retrace un peu toutes les techniques pour déguster. Ouais, c'est ça correctement. En fait, ça va un peu donner du coup les conseils au niveau de la. C'est très complet. C'est vrai que je le dis pour ce que je sais pas si on voit bien la caméra ou pour ceux qui entendent, mais c'est pas 2 pages. Hein. C'est vraiment très complet. Et après, il y a des petites grilles de dégustation à la fin pour que vous puissiez refaire en fait à l'apéritif de manière très rapide. Vous essayez justement d'accords bière et fromage de manière assez ludique. Et bien évidemment, il y a à peu près, je crois, 16 exemples d'accords pour que vous puissiez déjà partir pour commencer avec quelques bases. Et après,
Vous expérimentez, vous faites ce que vous souhaitez en fonction de vos goûts. Donc ça, on peut le retrouver sur un site internet? Donc on peut le retrouver sur Etsy, du coup, Ok, dans ma sur boutique ton en ligne. ouais. Et autrement, pour les Havrais, on peut le retrouver à la belle librairie de la Galerne. D'accord. Il est aussi... Oh, bah c'est super ça. Voilà. C'est super. Roxane, ce que je te propose, c'est Oui. qu'on continue la conversation autour d'une dégustation. Oui, vu que c'est le thème de ton activité. Tout à fait, ouais. Je te propose qu'on fasse ça et qu'on discute un peu plus en détail de plein d'autres choses, Eh oui, notamment très de la réussite. Oui, je suis venue pour ça à la base. Je vais me dévouer pour les auditeurs et pour les spectateurs. Je vais me dévouer à goûter une bière et un fromage. Ça va être très très dur. Oui, ça devrait aller, je Bah, pense. je Et sais on pas fait pas trop. un Je métier sais pas trop. facile. Non, c'est pas facile. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve pour la partie dégustation. La partie la plus dure de la vidéo, je pense. Au moins ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené là, Roxane? Alors là, je t'ai ramené du coup 2 comtés. Donc un comté de 24 mois d'affinage et un comté de 36 mois d'affinage. Ok. Comme ça, tu vas pouvoir voir vraiment la différence entre 2 types de comtés qui visuellement peuvent se ressembler, mais finalement au niveau du goût sont totalement différents. Oui, c'est vrai que niveau visuel, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de différence, un peu au niveau de la croûte, mais encore c'est là Ouais. parce qu'elle a peut-être un léger défaut, mais autrement normalement on aurait pu ne pas trop voir la différence. Donc c'est du comté de chez Marcel Petit, donc une très bonne cave, enfin très bonne fruitière. Si Ok. vous avez l'occasion de le trouver sur les marchés ou auprès de fromagers, c'est vraiment le comté que j'aime bien travailler pour mes ateliers. Et donc du coup pour la bière, on est sur la brasserie des Deux Amants. Je ne sais pas si tu connais. Non, je cette ne connais pas. brasserie-là. Donc ils ont des super belles étiquettes. Ouais. Bon, ça fait pas tout l'étiquette. Faut pas s'arrêter à l'étiquette dans les deux sens. C'est vrai que bien même dans le évidemment. magasin, on voit qu'il y a des belles bouteilles. Il y a vraiment le côté marketing. Mais après, c'est vrai que Ça veut sait pas, ça veut faut pas tout dire. s'y fier. Et justement, faut vraiment pas se mettre de barrières. Même des fois, essayer des bières avec des étiquettes pas forcément très bien réalisées et qui sont pour autant très bonnes. Et vice versa, des fois, faut pas non plus se faire avoir par le packaging. Donc là, c'est une brasserie bio, donc en Normandie, dans le 27. Et donc là, je t'ai ramené l'Artus. Donc Artus, c'est une bière brune, donc une bière foncée comme on peut le voir ici. Et cette particularité-là, c'est que c'est un porteur fumé, c'est-à-dire que les maltes qu'on a utilisés dans la bière ont été préalablement fumés. D'accord. Donc et ça confère bien évidemment des notes fumées à la bière. Et là, il me semble que c'est du hêtre. Du coup, on va retrouver aussi un peu des notes de charcuterie fumée, un peu de bacon, des choses comme ça. On va également avoir en fin de bouche une petite astringence du fait que les maltes ont été fumés, vu que le côté fumé donne un peu ce côté acre, qui n'est pas forcément mauvais. Hein. Et pour les comtés, donc, je t'invite à essayer celui-ci pour commencer. D'accord. Donc là, tu me dis pas lequel c'est pour l'instant. Oui, si tu veux, On va comme voir. as du honte. D'accord. Et aussi, on commence toujours par le fromage en premier. Enfin, il faut avoir testé un peu au préalable de manière à séparer la bière et le fromage. Mais quand vous faites une dégustation, D'abord fromage. ouais, voilà. Au début, on commence par le fromage qui va venir en fait tapisser ton palais. Et en fait, c'est les bulles de CO2 de la bière qui vont venir casser les globules gras du fromage. Et en fait, les composés aromatiques du fromage sont emprisonnés dans ces globules gras. Et c'est vraiment les petites bulles de CO2 qui vont venir casser ça et Ok. un peu faire libérer les saveurs. Et après, on commence aussi par le fromage parce que du coup, les enzymes de la salive, la température aussi va déjà commencer à venir un peu casser ces arômes aussi. Donc on fait fromage, après on boit la bière, on fait une petite pause comme ça, on se concentre vraiment sur ce qu'on ressent. Et après, on revient prendre de la bière qui va venir un peu achever le fait de vraiment restimuler les papilles, de les remettre un peu le palais à zéro. Et on finit par la petite note de douceur par le fromage. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, il faut qu'on goûte la bière. C'est ça, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a une façon, je te dis ça, mais comme le vin, enfin, est-ce qu'il faut sentir avant, est-ce qu'il faut... Ah oui, c'est vrai que là, on fait pas ça dans C'est- les règles de l'art. Non, mais c'est vrai, ouais, explique-moi. Moi, enfin, j'ai jamais fait d'atelier bière, donc, je bois de la bière comme ça, mais sans vraiment, c'est vrai, chercher ce côté aspect, à chercher les saveurs, etc. Ok. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est comme au vin ou pas? Moi, ce que je t'invite à faire déjà, en fait, sur les bouteilles, tu as différents degrés d'alcool. En gros, pour pas se prendre la tête, en gros, si tu vois genre 5 degrés d'alcool, il faut à peu près la servir à 7 degrés. Ok. Après, bien évidemment, chaque style a des températures de service. Des fois, même moi, des fois, je suis pas forcément ces températures de service-là, mais si tu veux vraiment le faire C'est ça dans les l'idéal. règles... Voilà, dans l'idéal. Ouais. Après, à un moment, l'apéro, c'est pour prendre du plaisir, donc voilà, faut pas... Oui, non, mais ça dépend du contexte aussi. Ouais, voilà, si on veut faire quelque chose de très carré, en gros, faut adapter la température de service au style. Donc, généralement, des bières qui vont être très fortes, très chaleureuses, vont avoir des températures de service plus élevées que, au contraire, une Berliner Weiss très acide. Là, au contraire, on va être sur quelque chose de très frais, à 3-4 degrés, limite sorti du frigidaire.
D'accord. Donc là, on ouvre la bière en fonction du degré de service. La première chose qu'on fait avant toute chose, c'est de sentir la bière. Okay. Même avant de regarder le visuel, on s'y intéresse pas. Mais en gros, dès qu'on a ouvert la bière, on a des composés ultra volatiles. Et en gros, au bout d'une minute, on les sent plus. Donc c'est vraiment, faut prioriser de vraiment sentir le nez de, là, le nez de la bière. Le côté fumé, et ça, il n'y a pas de tromperie. Il est vraiment très marqué. Et après, on va s'intéresser au visuel. Donc, on va s'intéresser, là, je l'ai servi beaucoup en avance, donc du coup, on n'a pas forcément une mousse. Mais en fait, on va regarder la mousse, on va regarder si elle est épaisse, si au contraire, elle est fugace. Il y a une différence c'est signe de qualité ou pas, si on a une mousse épaisse ou... Alors, la plupart du temps, sur la majorité des bières, mieux vaut avoir une mousse assez épaisse, qui va bien, en fait, faire une barrière naturelle contre l'oxygénation, pour éviter d'oxygéner en fait la bière. C'est pas comme le vin, on faut pas non plus remuer à fond une bière parce qu'une bière ça s'oxyde alors que le vin c'est très bon. Pour la bière c'est pas forcément hyper recherché. Après des fois on peut secouer aussi un petit peu la bière pour léger. Ressentir certains arômes, certains arômes plutôt, certaines odeurs plutôt. Et mais non du coup faut éviter un peu de trop toucher. Donc on regarde la mousse si elle est compacte, si elle est crémeuse. Bon là elle est très fugace puisque je l'ai servi pas mal en avance. Après on va regarder aussi la couleur de la robe, de quelle couleur elle est. On va regarder aussi si elle est limpide ou pas. Donc en fait un petit test quand vous le faites chez vous, c'est d'être sur un mur blanc, donc pas comme ici, et de passer vos doigts derrière. Donc si on les voit pas du tout comme là, ça veut dire que c'est opaque. Ça peut être voilé ou au contraire ça peut être limpide. Dans les trois cas, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut juste que ce soit en adéquation avec le style. Donc il y a des pilsners par exemple où on va vraiment voir votre main derrière et c'est très bien. Il faut qu'une pilsner ce soit limpide. Au contraire, cette bière là, il faut qu'elle soit opaque. Et après, pareil, ça dépend si on va filtrer la bière ou pas. Donc, la plupart du temps, c'est pas hyper bon de filtrer une bière, mais certaines bières sont filtrées et c'est très bien. On entend souvent, oui, il faut privilégier des bières artisanales qui soient ni pasteurisées ni filtrées. Des fois, certains styles nécessitent que ce soit filtré et il n'y a pas de souci non plus. Et après, du coup, on s'intéresse au nez. Une fois qu'on a regardé tout ça, si la robe elle est limpide, quelle couleur elle a, si elle est brillante, si elle est terne, du coup, on vient sentir la bière. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Soit on peut passer le verre devant soi, soit on peut mettre un sous-boc et juste venir sentir un petit peu comme ça. Soit vous pouvez alterner aussi les narines. Donc ça, après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous plaît. Et après, du coup, on vient déguster la bière. Donc on va venir voir déjà l'attaque, voir si la pétillance, elle est vive ou pas. Donc là, c'est quand même le cas, elle est assez vive. Après, on va sentir vraiment ces notes du coup de charcuterie en début. De ces côtés fumés. Et après, en fin de bouche, en laissant un peu le temps passer, on va plutôt sentir des notes un peu chocolatées, vraiment sur le cacao très amer. Et on va voir aussi, justement, comme je te disais tout à l'heure, une certaine astringence avec les papilles qui se resserrent. Donc l'astringence, c'est un peu comme quand on va manger genre une banane. Alors si vous avez un jour mangé une banane trop mûre, pas assez mûre, qui est vraiment verte, vous avez ce côté vraiment où ça vient vraiment très resserrer vos papilles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'astringence. D'accord. On retrouve pas mal dans le vin aussi. Et donc là, c'est apporté par le malt fumé. Et est-ce que quand tu commences à déguster la bière, c'est pareil, est-ce qu'il faut le garder en bouche ou alors il faut la boire, c'est pas comme le vin où on recrache. En fait, là vraiment il y a ce processus. Bon après, si vous voulez recracher, pareil, vous faites. Y a non pas mais de souci, dans dans l'idéal, c'est toujours de venir vraiment faire rouler en fait la bière comme si on la mâchait en fait, comme quand on mâche un morceau de fromage, ou vraiment pour qu'en fait tu augmentes la surface de contact entre tes papilles et donc tes papilles et la bière. Et pareil du coup pour le nez, pour que ça vienne vraiment faire l'olfaction rétronasale. Puisqu'en fait il y a l'olfaction anténasale. Comme quand on sent quelque chose tout le temps. Et après, il y a la rétro-olfaction, soit la rétro-olfaction, soit l'olfaction. En fait, c'est une fois que ça passe, en fait, Voilà, c'est ça. En fait, ça vient par derrière et ça remonte dans l'autre sens, en fait. Et c'est pour ça que généralement, on sent plus de choses en bouche, une fois qu'on a mangé quelque chose, que juste au nez, en fait. D'accord. Et des fois, ce qu'on a au nez n'est pas conforme à ce qu'on a en bouche. Des fois, on on va avoir un côté hyper, on va sentir vachement les fruits exotiques sur l'IPA. Après, il y a aussi l'indication. C'est vrai que là, tu me dis, oui, il y a ces notes-là, un peu notes de cacao, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai ressenties. Je sais pas si j'aurais pu l'identifier tout seul si j'avais pas eu l'indication. C'est vrai que c'est aussi un entraînement. C'est comme ça, il faut utiliser autrement la roue des arômes, justement, vous permet de vraiment faire. Est-ce que je sens plutôt des notes, je sais pas moi, fruitées?
Oui, donc là, c'est vraiment une note fruitée, c'est pas les notes, je sais pas moi, cacaotées, c'est pas les notes torréfiées que je vais sentir, c'est vraiment le fruit. Après, est-ce que ça va être plutôt du fruit jaune, du fruit exotique ou du fruit rouge, par exemple, Oui, enfin tout ce qui va c'est être vrai baie, qu'avec ouais. ton... Et après, on vient dans l'entonnoir. Avec ton Voilà. document, ça permet de... Puis en fait, tu fais aussi par déduction, tu dis, excuse, bah non, c'était pas ça que je sentais. Aussi, ah oui, oui, ça fait, c'est pas ça que je sens, c'est plutôt autre chose. Et après, ça te permet, ouais, effectivement, d'identifier ce que tu as et puis l'imprégner. Puis ce qui est conforme aussi au style, bien évidemment, des fois certains brasseurs vont brasser une IPA, bon, c'est pas forcément une IPA qu'il y a dans l'étiquette, mais l'étiquette aussi peut vous donner déjà aussi, pour commencer, des indications. On va peut-être censé plutôt retrouver ces saveurs-là plus qu'autre chose, finalement. Donc là, on a goûté un peu la bière. Est-ce qu'il faut reprendre un fromage? Oui, donc tu avais goûté celui-ci, oui. c'est ça? Bah, je t'invite à essayer l'autre. Ok, on va goûter. Alors, je sais pas si ce que je vais dire, ça va être... Après, on a chacun je te aussi dis des... mon ressenti, hein. J'ai l'impression que celui-ci est plus doux, entre guillemets. Donc celui-là, il est moins affiné. Non? Alors, il est plus doux. Effectivement, ce que je t'entends, je pense par doux, c'est ce côté un peu très sucré, très réconfortant, très beurré. Et oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, non, celui-ci, ça va être celui de 36 mois. D'accord, donc c'est celui qui est le plus affiné. Voilà. Et celui-ci, c'est 24 mois. Ok. Et donc, dans celui-ci, ce que tu as pu ressentir après, parce qu'on a chacun aussi. Alors, quand je fais mes ateliers, je dis aux gens, voilà, moi, je sens ça, ça, ça et ça. Mais toi, tu vas peut-être sentir autre chose, quelque chose qui va être assez proche, bien évidemment, mais qui va pas être totalement pareil, parce que tu as ton expérience gustative. Je sais pas, tu as des aversions par certains produits, au contraire, il y a des produits que tu vas adorer. Après, il va avoir ta génétique à toi, puisque du coup, en gros, pour certains composés aromatiques, 80% de la population est sensible, et il va avoir, ou 60% plutôt. Après, il va y avoir 20% qui vont être pas du tout sensibles. Il y a un faux goût dans la bière que je ne sens absolument pas. Alors les gens, ils trouvent ça que c'est vraiment pas bon, que ça a le goût de beurre rance. Moi, perso, il se passe rien. Et après, au contraire, il y a des gens qui vont être hyper sensibles. Il y a même une petite concentration, ils vont vraiment le sentir tout de suite. Après, il y a des biais aussi. En fait, quand tu sens par exemple le caramel ou quand tu vas sentir la framboise ou le chocolat, en fait, c'est un mélange de plusieurs arômes en fait. Enfin, de plusieurs composés chimiques. Ce qui fait que par exemple, la rose et le litchi ont quasiment la même image chimique. Ouais. Mais du coup, ils sont en proportions différentes. Et en fait, ce qui fait que certains gens vont sentir la rose, d'autres le litchi. En fait, tous les deux n'ont finalement pas tort, mais du coup, voilà, il y a des biais aussi, des erreurs comme ça qui font que les gens... pourtant, la rose et le litchi, au fond, il y en a un, c'est une fleur, l'autre, c'est un fruit. Bon. Et en fait, non, il y a des explications aussi comme ça qui font que du coup... Ouais, super intéressant. Je reviens sur ton activité, Roxane. C'est quoi le but pour toi à terme avec Bière et Fromage de proposer plus d'ateliers, je suppose, etc. Est-ce que tu as des projets dans plusieurs années de développement? C'est quoi un peu ton idée, si tu as envie de la partager? Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour toi, mais... non, je vais la partager. Moi, c'est toujours que l'entreprise continue à grandir. Après, personnellement, j'ai pas mal travaillé du coup en équipe et tout ça. Aujourd'hui, je pense au moins dans les années qui vont suivre, j'ai clairement pas envie de prendre de salariés. J'ai juste envie d'être moi à mon compte. Ouais. D'être assez flexible et tout ça. Donc voilà, de rester vraiment plutôt toute seule. Après, bien évidemment que l'entreprise grandisse, que j'ai plus d'ateliers, des choses comme ça. Après, des projets sur le court terme ou moyen terme, c'est du coup de continuer. J'ai pas expliqué tout à l'heure, donc je fais donc animation, atelier. Après, j'ai ma partie boutique en ligne. Après, j'ai une autre partie, c'est écrire des articles, donc soit pour moi-même sur mon site internet, soit pour des blogs, soit pour des magazines sur les acteurs de la filière brassicole et fromagère en France et à l'étranger. Donc ça, j'aimerais bien poursuivre dans cette partie-là, en gros, de continuer à écrire. C'est pas du copywriting. Je parle pas très bien anglais, mais c'est pas. Non, alors j'en ai aucune idée parce que par exemple, j'ai pas de formation là-dedans. En fait, je suis assez, je me forme pas moi-même. T'es autodidacte. Donc, oui, voilà. C'est tout à fait ça. Donc du coup, je n'ai aucune formation dans l'écriture. En tout cas, j'écris des articles, j'ai des bons retours dessus, j'ai des gens qui me suivent pour ça. Et j'adore ça, ça me permet de faire des belles rencontres humaines. Après, des fois, ça peut se concrétiser par du professionnel. Donc, continuez cette partie vraiment rédaction d'articles. Donc, si un jour vous avez envie que je vienne interviewer votre brasserie ou présenter votre fromage, par exemple, ou votre histoire, voilà, on peut s'entendre ensemble. Et après, la dernière partie, c'est je suis juge aussi sur des compétitions. Donc sur la bière en amateur, en gros, si y a un concours de brassage amateur et qu'on me propose d'être juge, il n'y a pas de souci. Et après là, j'aimerais bien me spécialiser sur cette partie-là, mais du coup sur la partie fromagère, donc
J'ai déjà été juge sur plusieurs compétitions, donc concours général agricole. Il y a pas longtemps, du coup, j'étais en Norvège pour les World Cheese Awards. Et là, du coup, le 5 et 6 décembre, je suis sur Paris pour animer les concours coup de cœur, du coup, auprès de grosses pointures du fromage. Donc c'est assez marrant de se retrouver là, puisque c'est déjà que je le suis sur Instagram. Ouais. Et du coup, le 6 décembre, j'ai allé déguster et juger des produits avec eux, donc ça va être assez... C'est une fierté pour toi. Ça va être marrant, oui, je rappelle les boules aussi, mais j'ai un peu stressé, mais du coup, même beaucoup, je pense d'ailleurs. Mais oui, du coup, ça c'est marrant, et je pense que dans la vie, voilà, quand on veut des choses, en fait, il faut travailler pour les avoir, hein, bien sûr, mais ça peut être possible, en fait. Il faut pas, je sais pas, se mettre de limites. Enfin, moi, franchement, il y a 3 ans, quand j'ai monté mon entreprise, je pensais jamais que j'aurais été en Norvège, j'aurais jamais pensé à interviewer des brasseries, que pareil, c'est m'a dit un jour, tiens, j'irai les voir et je ferai un petit reportage sur eux. Non, ça serait... Et j'aurais pas osé d'ailleurs au début, mais en fait, il faut vraiment... il faut se lancer. Ouais, il faut y aller. Il faut pas se laisser pour moi, il faut vraiment pas se laisser de limites. Après, alors ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes, et il faut surtout être très patient, je pense. Ouais, parce que tu vois, par exemple, est-ce que tu as eu vraiment un déclic ou c'est venu un peu naturellement comme ça à la force des choses de dire tu te lances et t'essayes de faire de ton truc et puis voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné de ta vie, qui a fait que tu t'es dit je me lance là c'est maintenant et pas ou pas forcément ou c'est peut-être après j'ai toujours caressé du doigt le fait de monter une entreprise, que en fait je suis vraiment pas fait pour le salariat, c'est-à-dire que avant, en tout cas, j'étais quelqu'un de vraiment très très stressé par le boulot, et donc dès que quelqu'un me disait quelque chose, pas forcément de manière négative, je stressais énormément. Donc je m'étais bien dit que je ferais pas ça toute ma vie. Ouais. Après, qu'est-ce que l'élément déclencheur qui a fait que je pense une multitude de faisceaux, mais c'est arrivé pendant le Covid. Est-ce qu'il y aurait eu le Covid ou pas? Je pense que je me serais lancée. Alors j'aurais peut-être mis un peu plus de temps. J'aurais peut-être mis un an ou 2 ans dans le temps. Ouais. Mais je pense l'effet, il y a le Covid, en fait, du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Donc en fait, faut y aller, quoi. C'était vraiment peut-être l'élément déclencheur qui a fait que. Après, je l'aurais fait, vraiment, j'avais déjà ce projet-là, je l'aurais fait dans les 1 an, les 2, j'aurais peut-être attendu un peu plus longtemps, mais voilà. Puis voilà, on n'a qu'une vie, faut se lancer, faut pas avoir de regrets, T'as raison, faut pas avoir de regrets, c'est ça qui est... non, on a de la chance, pour moi, on a de la chance d'être en France. Après, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Bon, chacun a son avis sur la question, et j'ai la mienne aussi. Non, mais il faut se rendre compte aussi. On a quand même une certaine chance. Je veux dire, on n'est pas... on a vraiment une chance quand même. On a accès à certaines choses que dans notre pays, certains pays n'ont pas du tout. Ou même moi, en tant que femme aussi, parce que je fais aussi partie d'une association féministe pour le côté brassicole que j'anime au Havre, mais en gros aussi la place de la femme, il y a encore beaucoup de choses à faire en France, et c'est pour ça que je travaille pour ça aussi. Mais il y a aussi quand même, ça pourrait être pire, ça pourrait être plus dur. Aujourd'hui en France, on est une femme, on peut quand même être entrepreneur, donc voilà, faut quand même on en voit de plus en plus, et c'est très bien d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très bien. Pourquoi une femme serait moins intelligente qu'un homme, ou j'en sais rien. Il y a finalement, il n'y a pas d'explication. Tout à fait, oui. On est tous pareils. Heureusement, mais voilà, du coup, on a comme cette chance-là. Donc, si vous avez envie de vous lancer, en fait, faut y aller, et puis voilà. Après, faut réfléchir un petit peu avant, bien monter son projet, bien réfléchir. Faut pas aller non plus comme ça tranquille, mais voilà. Dire demain, tiens, j'achète la boutique, je vends, je sais pas quoi. Et puis faut avoir conscience aussi qu'on fait des heures, que c'est les montagnes russes, que des fois c'est super dur, on stresse beaucoup. Après, des fois au contraire, c'est trop bien. Ça fait comme ça en gros. Faut pas se mentir. Après, il faut donner sa personne aussi, mais bon, ça se fait. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de reprendre un petit bout de fromage? Mais bien sûr, vas-y, je t'en prie. Et du coup, lequel as-tu préféré avec les deux sont bons. Après, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le... Côté 36 mois. Pour le 36 mois, ouais. Et là, du coup, tu vois, sur de la résonance avec le côté chocolat qu'on va retrouver aussi bien dans la bière que dans le fromage. Après, on va avoir le côté fumé qui va vraiment très bien se lier, du coup, avec les notes de café et un peu de caramel qu'on a dans celui-ci. Et à contraire, celui-ci va être plus léger, il va plutôt apporter de la fraîcheur sur cette bière. Là, on va être un peu plus sur le contraste. Là, on a le côté aussi un peu de pamplemousse qu'on peut avoir un petit peu. Donc, on a le côté un peu plutôt foin qui va aussi résonner avec les notes fumées. Et après, on va avoir aussi le côté vraiment un petit peu pamplemousse qui va venir venir un peu contraster et équilibrer du coup la bière. Après, généralement, ce que les gens, ça a été prouvé un peu scientifiquement, ce que les gens préfèrent de manière générale, c'est la résonance, quoi qu'il se passe. D'accord. Donc la même saveur aussi bien dans la bière que dans le fromage.
Et là, le chocolat, on n'en a pas ajouté là, on n'en a pas ajouté dans le fromage, mais c'est la fermentation qui va vraiment apporter ces saveurs-là. Du coup, ça en a bien. Donc, pareil, moi, ma préférence va être pour celui-ci aussi, mais c'était pour en fait que tu puisses illustrer. Oui, qu'en fait, puis la différence. Toi, c'est quoi ton association préférée? Ouais. Alors je la dis à chaque fois, mais franchement c'est ever la meilleure. Enfin voilà, dans mon schéma à moi, c'est le Bria Savarin. Alors c'est un fromage, quand je le mange tout seul, franchement j'aime pas ça. C'est en gros c'est un double crème qui d'ailleurs trouve ses origines à la base en Normandie. Et maintenant, on le fabrique plutôt dans la région de Brie, en Bourgogne. Et en gros, c'est un fromage enrichi en crème, donc un peu comme un chaours, auquel on a rajouté de la crème. Donc on va avoir donc faut du brie à Savarin affiné, avec la mention affiné et pas le brie à Savarin point. Et donc là, on va avoir des notes de champignons, de noisettes, de beurre, de crème, et la bière qui va avec, la Berliner Weiss à la framboise. Et donc là, ça c'est une bière acide, donc blanche. Donc ce qu'on appelle des bières blanches, en fait, c'est des bières de blé. En France, on dit voilà bière brune, bière de couleur, mais en fait, ça veut rien dire. On peut avoir des bières brunes qui vont avoir des notes très houblonnées, une black IPA. On va avoir une bière brune comme celle-ci qui va avoir des notes fumées, et on va avoir des bières brunes qui vont avoir des notes que de chocolat, admettons. Et donc la Berliner Weiss, donc la bière de blé acide, elle va être donc acide, des notes de blé et des notes de framboise. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir les trois combinaisons en même temps. Donc avoir le côté contraste entre vraiment le gras du fromage et l'acidité de la bière. On va avoir la complémentarité avec le côté du coup beurre, noisette et un peu le côté blé, muesli qu'on va avoir dans la bière, qui vont se complémenter aussi avec les notes de framboise, donc faire comme une tarte à la framboise, complémentarité. Et le dernier, c'est de la résonance. En fait, la particularité de la framboise, donc pas des bières à la framboise qu'on a dans le commerce, elles vont être sucrées. Et si vous prenez vraiment une vraie bière à la framboise, donc une frambozen, une Berliner Weiss à la framboise, là on va vraiment avoir le côté acide du fruit, comme quand on le mange frais finalement. Et donc ce côté acide, en fait, donc acidité lactique, on va aussi le retrouver du coup dans le fromage. Le côté acidité lactique qu'on a forcément de fait dans le fromage. En fait, on peut le retrouver, d'autres bactéries, pas que dans le fromage, produisent de l'acidité lactique. Et donc ça, on le retrouve parfois sur certains fruits, ce côté acide, et notamment du coup la framboise développe vraiment ce côté acidité lactique. Donc là, on a les trois combinaisons, et ça, c'est juste trop trop bon. Mais après, il faut trouver le vôtre. Ouais, non, mais c'est le tien, t'as raison de partager, donc c'est... Ça, c'est vraiment top. Ouais. C'est ton truc perfect. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas mieux. Roxane, le but de podcast aussi, c'est de parler de réussite. Ah, mais bien sûr. Donc, je vais en venir au vif du sujet. Toi, dans ta vie, pour toi, dans ta vie aujourd'hui, c'est quoi ta ou tes plus belles réussites? Alors, la première, avant tout, elle va pas être professionnelle. C'est, du coup, c'est mon couple. Ouais. Pour moi, c'est... Mais c'est bien d'en parler. C'est vraiment ma plus belle réussite avant tout. En fait, je sais pas ce qui peut se passer dans la vie et voilà l'entreprise. Moi, je placerai toujours erreur que j'ai fait dans le passé. Mais du coup, c'est toujours de placer ma famille avant. Donc moi, ma famille, elle se constitue de mon père ou tout ça, mais principalement aujourd'hui, du coup, avec mon mari. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment la plus belle réussite dont je suis fière. Je suis fière d'être mariée à mon mari et puis d'avoir la vie qu'on a ensemble avec notre équilibre, qui nous convient à tous les deux. Donc c'est cool que tu partages ça, tu vois, parce que c'est aussi le but du podcast, des artisans de la réussite, c'est de montrer, tu vois, qu'on a tous notre vision de la réussite et qu'on a plein de réussites au quotidien. Ah ouais, tout à fait. Et qu'il y a la réussite professionnelle qui est très bien, la réussite financière qui est très bien. La réussite sportive, mais il y a aussi des réussites au quotidien et des réussites plus personnelles, comme tu viens de le dire, ton couple. Ouais. Et c'est super, quoi, déjà, de se dire, tiens, j'ai réussi ma vie de famille, c'est génial. Bah oui, tout à fait. Puis après, j'ai ma deuxième réussite, du coup, c'est de l'entreprise, d'avoir monté mon entreprise. Ouais. Avec déjà d'être à la tête et que ça fonctionne quand même, du coup, que j'arrive à gérer ça, que j'en suis capable aussi. Au début, t'avais des doutes. Enfin, après, tu savais peut-être pas ce que ça allait donner, mais c'est ça. Des doutes. Oui, des doutes peut-être. Pas forcément. Parce que le gros problème quand on monte quelque chose, quand on monte une entreprise, c'est pas les clients qui vont être chiants, ça va pas être la loi qui va être forcément chiante. C'est soi-même en fait. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était que moi je me sente pas capable, ou que je pense que je ne suis pas capable, ou d'être trop stressée, des choses comme ça. En fait, c'était pas forcément. Je m'inquiète pas d'aller vers les gens, de créer ce que j'ai fait. Bon, ça avec du travail. Si on fait des erreurs, on apprend. Il y a pas de souci. En fait, le plus dur, c'est vis-à-vis de soi-même. Je pense que ça, c'est la peur de pas réussir, la peur de pas être à la hauteur. En fait, si tu peux avoir un moment où tu te dis, donc tu peux avoir les côtés négatifs, tu dis
ouais, mais si j'y arrive pas, ouais, mais si je suis stressé, ouais, mais si. Et c'est vrai que c'est naturel. Hein, Ah bah oui, autrement on ferait rien, autrement on ferait n'importe quoi aussi. Mais c'est au moment où tu ouais. essayes de voir le positif, tu te dis, ouais, mais si ça marche. Bah oui, si, tout à fait. si ça marche oui, il faut pas, si je suis stressé, ouais. mais si je suis pas stressé. Oui, ça, il faut ouais. y penser aussi, ouais. Et puis après, ça se travaille en fait. Hein, au début, quand j'allais démarcher mes premiers clients, j'étais stressée. Bon, maintenant, j'y vais. Il y a aucun problème. En fait, faut vraiment travailler sur soi-même. Et ça, je l'ai appris aussi avec l'entreprise, c'est faire beaucoup de développement. Après, chacun trouve sa voie là où il veut. Mais moi, je pense que le développement personnel, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, du coup, ça m'a permis de pallier. Voilà. C'est pas toujours évident. Non, c'est clairement même très difficile. Ça demande. Ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et c'est ce qui a finalement été le plus difficile au début, quand j'ai créé du coup bière et fromage. Et donc ma réussite professionnelle, c'est-à-dire donc du coup de vivre de ma passion, donc les produits gastronomiques, et de voyager aussi, puisque du coup avec le travail ça me permet de pas mal voyager, d'aller à Paris. Enfin là j'y retourne demain d'ailleurs pour buveuse de bière. Après j'y retourne le 5 et le 6. Après j'ai d'autres projets pour l'année prochaine d'aller soit avec les concours, soit personnel, du coup, de voyager, parce que vraiment, pareil, c'est ma deuxième passion après la nourriture, la gastronomie au sens large. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu arrives à cumuler plusieurs choses que tu aimes. Ouais, voilà, c'est trop cool. Vraiment, je sais pas, la vie que j'ai aujourd'hui, elle me convient très bien. T'adores le voyage, tu voyages, t'adores, tout ce qui est du fromage et de la bière, c'est ton métier. Donc c'est vrai que, en fait, là, qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il te manque quelque chose ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter pour Alors, c'est pas la réussite financière, j'arrive à payer mes charges, j'arrive à me dégager un salaire, mais c'est pas encore, non, faut pas que ça non se plus, développe. je me claque pas des gros salaires à la fin du mois. Après, c'est très variable, mais bon, ça, il faut en avoir conscience aussi. Il y a des fois, on fait des super bons mois, puis des fois, c'est moins bien. Ouais. Après, peut-être avoir plus, un objectif aussi, c'est vraiment stabiliser ça, du coup, que ce soit que je sois mieux payée, la réussite financière. Alors en couple on l'a, il y a pas de souci. Après toute seule, moi juste Roxane Forgoos, bon je l'aime mais pas comme je voudrais l'avoir. Donc ça c'est le projet de toute façon qui va aller avec le développement. Oui, de toute façon ça se fait, il faut être patient et puis il y a des bons signes donc il y a pas de raison. Ouais. Et après la dernière réussite, un peu en aparté, c'est la réussite sportive aussi. D'accord. Bon après j'aime bien manger et tout, mais je cours pas mal et tout ça. Donc, du coup voilà. Donc la réussite il y a pas longtemps, comme quoi c'est possible. J'ai fait du coup le semi-marathon de ville là, c'était ce week-end du coup. Ok, super. Et pareil, s'il y a 3 ans, on m'avait dit un jour tu feras un semi-marathon. Est-ce que t'as commencé vraiment le sport il y a 3 ans plus intense Non, vraiment pour faire plus de, pas entre guillemets de la compète, ça va être ça doit faire 2 ans à peu près, avec des fois plus ou moins de régularité. Mais non, avant, alors j'adore marcher, j'adore faire de la randonnée, mais moi après non, j'étais pas une grande sportive, mais en fait, comme quoi c'est tout à fait possible en fait aussi. Il faut juste se donner les moyens et de se dire un jour, il y a 3 ans, on m'aurait dit tu fais ça, non, j'aurais pas cru. Quand t'as commencé, t'avais pas pour objectif, je vais faire un semi-marathon. Non, pas lié à l'entreprise, non, pas du tout. Mais je me dis ça serait bien vu que j'ai plus de temps, parce que le problème aussi de mes anciens boulots, c'est que je faisais énormément d'heures et en fait, du coup, t'as le temps pour rien. Et en fait, c'est pas bien. Que du coup ton corps te le montre et c'est pas forcément une bonne chose donc. Voilà. Donc là t'arrives à avoir plus de temps pour toi. Oui, finalement c'est paradoxal mais oui du coup. Ouais, parce qu'en fait tu t'organises comme ça. Du coup après par contre je bosse tous les jours, du coup je bosse le dimanche, je bosse le samedi, mais des fois le dimanche je sais pas, ça va être que 2 heures, c'est pas non plus le bout du monde, mais en fait j'aménage vraiment mon planning comme je veux. Alors certaines semaines je vais faire genre il y a pas longtemps, j'ai fait 40 heures en 3 jours et puis à contrario, des fois on fait à peine 35 heures sur 5 jours, tu vois, c'est très variable. Et là par exemple, j'enchaîne du coup en décembre, là je sais que j'enchaîne au taquet d'heures, mais janvier sera plus calme finalement au fond. Donc après il faut trouver un équilibre et chacun met le curseur là où il veut aussi. Ouais. Donc voilà. T'as plein de réussites, Roxane. Après, il y a des trucs, on réussit pas tout, faut pas se mentir non plus, on n'est pas parfait, et loin de là. Et comme je dis, la réussite financière, par exemple, elle n'est pas forcément, elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, donc voilà, mais. Elle le sera peut-être demain. Oui, après, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà. Non, t'as l'air quand même heureuse, ça n'a pas l'air de te. Non, ça me semble pas il y a de l'argent, c'est bien, mais bon, il n'y a pas que ça non plus. C'est important. Non, mais c'est important, on va pas se mentir non plus. Si quand on galère à la fin du mois, c'est clairement pas marrant. Enfin, je l'ai connu, c'est pas marrant. Après, il n'y a pas que ça non plus. Je pense que ta famille, avant tout, là où tu mets ce que tu veux derrière, ou tes amis, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut privilégier avant tout. Enfin, le travail, c'est bien, c'est cool, et voilà, il faut s'en donner, mais je pense que c'est les valeurs humaines, c'est le plus important. C'est le plus important, ouais.
Est-ce que quel est ton avis sur la vision de la réussite, je dirais, de manière globale dans la société aujourd'hui? Moi, je pense qu'elle est pas très... Enfin, en tout cas, en France, elle est pas... et mon ressenti personnel, hein, Ouais. c'est pas... elle est pas vraiment très bien, cette notion de réussite. On a beaucoup de problèmes avec la réussite. La première, c'est que quand on parle aux gens, ou quand les gens te parlent, c'est on pense toujours à la réussite financière. D'ailleurs, quand j'ai reçu ton message sur Instagram, j'ai vu ça, j'ai juste vu le nom, j'ai fait bon, ça c'est pas pour moi. Enfin, je répondrai un peu plus tard, je regarderai plus tard parce que de toute façon c'est la réussite financière, donc moi je suis pas. Donc t'as pensé à ça directement? Ouais, directement, France. Et bon, bien évidemment, j'ai regardé ton message, j'ai vu que non, et c'était au contraire, j'ai fait, en fait c'est trop bien. Et oui, du coup, en fait, les gens pensent souvent à la réussite financière. C'est ton métier qui va être qualifié. C'est si tu gagnes bien ta vie. Moi, ce qui me choque et ce qui m'énerve, c'est qu'on me demande souvent. On ne demande pas genre Roxane. Enfin, si Roxane, ça va quand même. Et après, et du coup, ton entreprise, ça marche financièrement, du coup. Hein. Et moi, je trouve ça super déplacé, en fait. Quand t'es salarié, on te demande pas, genre, et en fait, ton salaire, du coup, ça va, tu gagnes bien? Bah non, on demande pas ça aux gens. Tu préfères qu'on dise, juste, est-ce que t'aimes bien ce que tu fais? Est-ce que tu aimes bien ce que tu fais? T'es épanoui? Parce qu'en fait, c'est quand même la première chose avant. C'est ça le but. Et ouais, du coup, c'est vrai que les gens, on les qualifie un peu trop avec leur métier et du coup, avec ce qu'ils ont, genre s'ils ont une maison, s'ils sont propriétaires, s'ils ont une belle voiture, s'ils n'ont pas une belle voiture. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Et le problème aussi, c'est la réussite financière. Donc on veut que les gens, il y a une certaine réussite financière, mais il faut quand même pas trop non plus. Parce que quand tu as trop de signes ostentatoires, entre guillemets, de richesse, et bien ça rend jaloux les gens. Et voilà, faut pas être trop gros. En fait, un petit peu, mais pas trop. Faut avoir des ambitions, mais pas trop. Faut avoir un peu d'argent, mais pas trop. Et en fait, les gens, au fond, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, le premier podcast que tu as fait, moi, j'ai trop adoré le gars, quoi. Au début, je dis, tiens, c'est curieux. Ouais. Voilà, donc je me suis dit au début, tiens, c'est curieux. Qu'est-ce que le mec va pouvoir te faire qu'il dira. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien. Le mec, il a suivi des étapes, il a quand même réussi à profiter à côté, hormis ce côté de ses voitures, il a réussi à construire sa vie de famille à côté, d'avoir un certain équilibre. En fait, c'est trop les gens, ils sont jaloux de lui, alors que lui, moi, je ferais pas tout ce qu'il a fait parce que, il a énormément travaillé pour ça, en fait. Puis il est carré. Puis c'est grâce à sa passion. Ouais. Aussi, c'est que, en fait, c'est pas tombé comme ça du ciel. Ça. Et c'est avec ta passion que tu arrives à construire quelque chose et c'est top, quoi. C'est un peu comme toi, du coup, avec ta passion de, tu vois, de tout ce qui est gustatif, avec la bière et le fromage. Non, donc voilà, la réussite, je pense qu'il faudrait plutôt penser justement aux réussites personnelles, sportives, ou la réussite dans l'épanouissement de chacun, au lieu de essayer de comparer ce que les gens ont. Ouais, la comparaison, ça peut faire beaucoup de mal aussi. Et puis tu sais, avec on le voit aussi sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Oui, il faut prendre avec du recul, en fait. La vie, elle n'est pas parfaite, et pour chacun, elle n'est pas parfaite. Alors bien évidemment, moi sur Instagram, j'ai pas marqué quand j'ai des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas d'intérêt, mais il faut juste en avoir conscience, en fait. En fait, on ne sait pas la vie des gens, on ne sait pas si ça se trouve, ils ont oula. Il y a beaucoup de bons côtés qui sont montrés. Ah mais bien sûr, regarde, tu rencontres des gens, c'est super chouette. Mais oui, il y a le bon côté aussi, les réseaux sociaux, c'est que tu vois des bonnes personnes, tu peux voir plein de choses et il faut après, aussi creuser. Concrétiser ce côté-là des gens que tu vois sur les réseaux sociaux, avec qui tu discutes, après tu peux les rencontrer dans la vraie vie, en fait, et ça c'est super chouette, ça permet d'aboutir soit à certaines amitiés, soit juste certaines connaissances, ou même que ce soit professionnel, mais il faut juste avoir ce recul que en fait les réseaux sociaux c'est pas forcément la vraie vie, qu'en fait on le maîtrise. Toi tu le maîtrises quand ton image que tu veux redonner dans les réseaux sociaux, mais en fait tout le monde fait pareil, il faut pas le prendre pour argent comptant, et puis on n'a pas le passé des gens, on sait pas où les gens mettent leur argent et tout ça, et puis en fond, c'est peine perdue. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur son propre plaisir. Donc, on est des animaux sociaux, donc forcément qu'on a un certain besoin de se comparer. Autrement, on ferait rien non plus. Mais après, il faut voir, c'est vrai que je pense, un prisme un peu du recul. Ouais. Et puis lui, peut-être que son plaisir, c'est ça, et toi, c'est pas le tien. Donc, pourquoi être envieux de quelque chose que t'as pas, ou dans ce cas, si tu l'as pas et que t'es envieux, j'ai envie de te dire, bouge-toi pour le faire, parce qu'en fait, c'est pas juste en écrasant les autres, en étant jaloux, qu'il va se passer quelque chose, en fait. Donc voilà, mieux faut se concentrer sur soi-même, sur son propre plaisir, que celui des autres, et puis voilà, chacun comme on en parlait tout à l'heure, chacun sa réalité. Et voilà, et donc à toutes des réussites aussi, faut pas non plus se mettre en dessous,
se dénigrer ou des choses comme ça. Parce que tout à l'heure, je parlais, enfin, du coup, j'ai un diplôme d'ingé. Et tout à l'heure, je parlais avec un brasseur, ça m'a un peu fait mal au cœur. Et cette personne-là, elle est très nulle en maths, donc tout comme moi. Et comme quoi, c'est possible aussi, pareil. Enfin, on peut être très nulle en maths et avoir un diplôme, ça n'empêche pas. Et lui me dit, ah oui, mais moi, je suis pas ingénieur, je suis pas sûre d'y arriver et tout. Mais en fait, ingénieur, tu travailles, c'est juste un diplôme, ça te détermine pas en tant que personne, si t'es intelligent ou pas. Enfin, et fort heureusement. Donc, en fait, faut pas non plus dire, bah non, j'ai pas ce niveau-là, ou j'ai pas ce diplôme-là, du coup, j'y arriverai pas. En fait, non, pas du tout. Tu peux te former par toi-même, mais ça, le bien en France, c'est que, et je l'ai connu aussi, moi, au début, j'étais, j'ai pas de diplôme en zytologie, j'ai pas de diplôme dans la bière, enfin, parce que bon, le Cicérone, ça reste théorique, celui que j'ai, du moins, à ce niveau-là. Et pas, j'étais ouais, mais en fait, j'ai pas les diplômes, du coup, les gens, ils vont croire que je suis un imposteur ou quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, en France, on juge beaucoup les gens par le diplôme, ce qui n'est pas le contraire dans d'autres pays. Où en fait, si tu t'es formé par toi-même, si tu as un diplôme, eh bien, tant mieux. Mais du moment que tu es compétent dans ce que tu fais, ben, c'est très bien, en fait. Donc, faut pas s'arrêter. Si t'as pas de diplôme, c'est pas la fin c'est pas la fin des haricots. Tu vas pouvoir. Non, mais il y a pas de, ouais. oui, il y a pas de fatalité. Et heureusement, d'ailleurs, parce que autrement, ça serait trop triste. On serait déjà conditionné dès le début. Ce serait horrible. Donc, non. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, soit personnel ou pour conseiller les gens qui peut-être se cherchent ou voilà, qui hésitent à se lancer, qui hésitent à que ce soit professionnellement ou dans le sport ou dans d'autres choses, tu vois, personnellement. Est-ce que tu auras un message? Le message, un peu la synthèse de ce qu'on a dit en gros tout au long de la vidéo, qu'il faut, il faut oser, il faut quand même prendre le temps, se former, s'intéresser, être curieux. Je pense qu'à partir aussi du moment où on est curieux aussi, il peut se passer plein de choses. Et voilà, de pas avoir peur de soi-même et parce que finalement pour moi je pense que c'est ça qui peut poser le plus de soucis. Enfin ouais, voilà, faut pas hésiter, mais tout en gardant un peu la tête froide. Et voilà. Ok. Eh ben, c'était super, Roxane. Je te remercie pour cette petite dégustation. Je te remercie aussi de m'avoir invité à ton podcast. Voilà, on remercie aussi la grande école, le lieu où on est. De toute façon, je vous mettrai aussi l'adresse en description. J'aurai peut-être l'occasion un jour de vous faire une vidéo sur ce lieu qui est assez atypique. Tout à fait, assez. Je vais mettre aussi tous les liens vers tout ce que tu peux faire, tes réseaux sociaux, ton site internet. Ma newsletter. Voilà, de toute façon, vous allez avoir toutes les infos en description pour retrouver Roxane. On vous a prévu aussi quelque chose avec Roxane. C'est qu'avec le site internet, ton Etsy, site sur Etsy, vous allez pouvoir avoir une réduction avec le code réussite, que je mettrai de toute façon en description. Donc ça peut permettre de vous faire plaisir, vous et vos proches. En plus, c'est bientôt Noël, donc il faut en profiter. Et livraison à domicile, du coup, c'est une plateforme où je vends du coup mon petit guide de dégustation. Il y a également des planches à fromage en hêtre qui sont fabriquées par un ami qui fabrique des ukulélés à Toulouse. Après, j'ai des verres de chez Duralex, donc Made in France aussi, et des sous-bocs écologiques en chute d'enveloppe où on n'utilise pas de colle dedans, qui sont fabriqués du côté de Rennes, du coup. Et donc pour les Havrais, autant me contacter en direct, ça évite de vous faire payer les frais de port. Et pour ceux qui ne sont pas au Havre, vous pouvez commander donc en ligne et c'est livraison à domicile. Donc en plus c'est des super produits quoi. Oui, du coup il n'y a que des produits Made in France et après le côté un peu écologique ou familial, il y a une petite histoire derrière chaque produit. Ok, donc c'est pas du made in China. Non, pas du tout, non. Non, mais pour les verres, je me suis pris la tête pas mal parce qu'il y a des beaux verres à dégustation, mais ils n'étaient pas forcément fabriqués en France. Après, c'était un parti pris. Moi, ça reste dans mes valeurs. Après, comme tout le monde, j'achète pas que du Made in France à 100%. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Non, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Et puis voilà, on n'est pas, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas parfait non plus. Non, c'est ça. Mais après, c'est bien aussi de contribuer. Donc, c'est une échelle du moins. Si vous achetez sur le site de Roxane, vous pouvez faire plaisir à vos proches. Vous allez contribuer. Vous allez me faire plaisir aussi. Vous allez faire plaisir. Vous allez faire plaisir à tout le monde. Et en plus, vous avez une petite réduction. Donc, il n'y a plus d'excuses. Merci encore, Roxane. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.